Alors, mesdames et messieurs, spécialement pour monsieur le maire, monsieur Sébastien Leroy, pour toutes les équipes, pour les personnalités ici présentes, je vous demande tout le monde de se lever, tout le monde debout, Mandelieu, on y va! Merci mon cher Mike. Mes chers amis, bonsoir. Rebonsoir. Mes chers collègues élus, monsieur le sénateur, madame la députée. Et vous, mes chers mondolosiens, enfin, nous voici réunis à nouveau pour cette cérémonie traditionnelle qui va lancer cette grande année 2024. Une année qui sera, à n'en pas douter, riche en événements, prospère, créatrice, puissante, et qui va succéder à cette année 2023 qui fut plus difficile, mais dans laquelle nous avons aussi pu tester à la fois l'abnégation des services, que je remercie tous les agents de la ville de Mandelieu qui ont été durement impactés. Cette année, elle a été douloureuse, nous avons perdu des proches, nous avons perdu des membres de notre équipe, je vous en redirai un mot. Et malgré cela, malgré tous les événements aussi que notre pays a affrontés, ils ont continué à avancer. Et je vous demanderai de les applaudir vraiment très fort, parce que croyez-moi, ils le méritent. Et vous pouvez être fiers d'eux. Je vous remercie également d'applaudir tous les bénévoles ce soir qui organisent cette soirée. Les agents qui sont là sur leur temps libre. Et vous pouvez vraiment les remercier, ainsi que tous ceux qui les accompagnent. Il y a même des agents à la retraite qui sont revenus. Car c'est grâce à eux que cette soirée peut se tenir. Alors, je sais qu'aujourd'hui, il y a des mondolosiens qui sont ici depuis de nombreuses générations, mais il y a aussi beaucoup de nouveaux arrivants que j'ai pu découvrir en serrant la main. Et je sais qu'apparemment, ils ne veulent pas encore repartir. Donc c'est un bon signe. Et il y en a beaucoup, je crois, qui viennent du nord de la France. Oui? Oui ou non? N'est-ce pas, mon cher David? David Lisnard, vous savez, maire de Cannes, président de l'agglomération et président des maires de France, avec qui nous étions il y a 2 jours, avant-hier, dans le Nord-Pas-de-Calais. Évidemment, nous avons été dans le Nord-Pas-de-Calais le seul jour où il neigeait. Question de cohérence. Mais entre différentes péripéties, et puis je peux vous dire que dans le Nord-Pas-de-Calais, quand il neige, il neige. Hein, dans le sud, il y a un demi-centimètre, ça y est, c'est la panique générale. Dans le nord, ça passe tranquille. Je suis à la fois agréablement surpris. Je sais que la communauté des gens du Nord à Mandelieu est extrêmement puissante, et ce qui donne d'ailleurs ce charme si particulier à Mandelieu, c'est que c'est une ville de Provence, mais avec une population ch'ti. Et ce qui est assez amusant, c'est que quand vous allez faire des réunions de maires dans le Nord-Pas-de-Calais, en réalité, vous faites presque une réunion de quartier. Parce que le nombre de maires en sortant qui m'ont dit « Ah ben moi, tiens, je suis de la Napoule, moi je suis à Minel, moi je suis à Capitou, d'ailleurs, tiens, il faudrait voir la haie, le trottoir. » C'est surprenant quand on vous dit ça sous la neige. Et quelque part, c'est ce qui fait la force et les liens si particuliers de notre ville. Et je vous remercie vraiment ce soir de fond du cœur d'être là, parce que vous montrez à la fois votre amour de ce territoire, votre amour de cette cité qui est la nôtre, et quelque part des valeurs qu'elle porte, que nous voulons porter avec elle, c'est-à-dire les valeurs de la France, avec le charme de la Provence, mais avant tout de la France. Et malheureusement, notre pays, vous le savez aujourd'hui, il est dans une situation extrêmement difficile. Je vous en avais parlé déjà il y a 1 an. Je n'imaginais pas que la situation puisse encore se dégrader aussi vite. Et malheureusement,
je pense que cela va continuer, cela va s'amplifier. Pourquoi? Eh bien, pour des raisons assez simples en réalité. La France a longtemps vécu dans l'illusion. L'illusion d'avoir les meilleures infrastructures, les meilleurs services de santé, l'éducation à la pointe. Ce sentiment qu'elle avait d'être un héritage des grandes années, des années de la reconstruction, de l'après-guerre, où, suite au travail et surtout à la vision du général de Gaulle, de Georges Pompidou, ils avaient bâti un pays qui avait 50 ans d'avance. Nous étions la première puissance mondiale du nucléaire civil. Nous étions à la pointe de l'aéronautique, le Concorde. Les services publics produisaient des matériels qui avaient, là aussi, 50 ans d'avenir, le TGV. Aujourd'hui, nous avons vécu sur cet héritage. Et ce qu'il a révélé, c'est la crise du Covid. La crise du Covid a déchiré le voile de communication qui était entretenu dans ce pays depuis 40 ans et qui vous martelait matin, midi et soir que tout allait bien. Et quand il y a eu la crise du Covid, vous avez pu voir l'état réel des choses, l'état du système de santé, l'état de la logistique, l'état aussi, après dans les crises qui ont suivi, de l'éducation nationale, dont les professeurs qui se battent au quotidien sont dans un ministère aujourd'hui qui est devenu tellement mammouthesque en termes de bureaucratie qu'il y aura bientôt plus de personnel encadrant que d'enseignants. Le même problème que nous avons dans les hôpitaux. Et tout cela, mis bout à bout, fait que nous avons des services qui consomment des masses considérables de crédit et qui n'arrivent plus à produire le service aux citoyens. Et tout cela, petit à petit, a attaqué les structures mêmes de l'État et de la France. Et comme on a refusé de le voir, eh bien, les conséquences aujourd'hui, vous les vivez dans votre quotidien. Et ces services-là, ils sont essentiels. Regardez ce qui s'est passé en juin, les émeutes, la sécurité. Là aussi, on constate l'état réel des choses. Et malheureusement, la situation est maintenant très dégradée, elle est très grave. Parce que la prise de conscience de ce qui arrive n'est pas faite. Elle est faite au niveau local, à travers toute la France. Et dans le cadre de l'AMF, on peut le voir dans tout le pays. Dans le cadre de ce groupe risque que David, tu as constitué quand tu as pris la présidence de l'AMF, dans lequel tu as voulu que nous la coprésidions avec Éric Ménassi, le maire de Trèbes, que nous voyons aujourd'hui maintenant dans tous les territoires, les constats sont partout les mêmes. Quand on vous dit, comme on l'a appris récemment, que les émeutes sont dues à l'oisiveté des étudiants, heureusement qu'on n'a pas arrêté les cours à 13h, parce que sinon ça aurait brûlé tous les jours. Quand on vous dit, après, que la situation n'est que liée à un sentiment d'insécurité, qui aujourd'hui peut encore croire à la parole publique? Vous y croyez encore? Oui ou non? Bon, je précise aux nouveaux arrivants que les vœux à Mandelieu sont un peu particuliers, c'est-à-dire que vous allez participer. Parce que déjà, moi, j'ai plus de voix, alors que je commence à peine le discours. Et deuxièmement, parce qu'il faut que vous, la voix du peuple, vous fassiez entendre. C'est vous les décideurs. C'est vous qui dirigez. Arrêtez de croire tout ce qu'on vous assène matin, midi et soir. 80% n'est pas vrai. Et c'est pour ça que vous devez toujours garder cet esprit critique. Donc je vous le redis, est-ce que vous avez le sentiment que ce que nous vivons en France est lié à un simple sentiment diffus? Non? Bon. Est-ce que vous avez conscience que ce pays ne tient encore que par une seule chose, l'abnégation de ceux qui le servent sur le terrain, les forces de l'ordre, et je salue d'ailleurs notre gendarmerie nationale ici présente, vous pouvez les applaudir. Nos sapeurs-pompiers, merci colonel, et notre police municipale qui fait un travail remarquable. C'est ça aujourd'hui qui tient encore l'État. Parce que l'État français aujourd'hui a une particularité. Il est non pas endetté, il est presque ruiné. Est-ce que vous savez de combien la dette de l'État évolue chaque seconde? Je ne dis pas les encours, je dis la dette. 3 000 € par seconde de dette supplémentaire. C'est-à-dire que quand j'aurai fini ma phrase, l'État sera plus endetté de 180 000 €. L'État a dépassé la barre des 3 000 milliards de dettes. On en est à 3 100 milliards. Nous avons emprunté sur les marchés l'année dernière pour équilibrer nos comptes 270 milliards d'euros. Cette année, l'État prévoit d'emprunter 300 milliards d'euros pour équilibrer ses comptes.
300 milliards qui viendront se rajouter à la dette. Notre balance commerciale est déficitaire en 2023 de plus de 100 milliards, presque 110 milliards d'euros. Vous voyez que tout va bien. Et vous savez quelle est la différence avec les villes ? C'est que les villes, elles, ne peuvent pas emprunter pour fonctionner. Elles sont soumises à la règle d'or. Nos comptes doivent être équilibrés. Nous n'empruntons que pour investir. L'État, lui, emprunte pour fonctionner. Cette course à la folie, à l'argent magique, ne tiendra pas et ne durera pas éternellement parce que les taux d'intérêt remontent. Et cette course effrénée va se traduire d'une seule façon. Il va falloir un jour faire des choix extrêmement douloureux. Et il faut que vous en soyez conscients. Parce qu'il faut arrêter cette course vers l'abîme. Quand on vous dit que l'État fait telle ou telle politique et débloque des fonds, il ne débloque pas des fonds. Il vous donne de l'argent qui n'est pas à lui. Il vous donne de l'argent qui est au prêteur. Et la nouveauté, c'est que cette année, les taux d'intérêt remontent. Ce qui veut dire qu'aujourd'hui, le remboursement de l'emprunt va devenir le premier budget de l'État. Avant la défense nationale, avant l'éducation, avant la sécurité, avant les hôpitaux. Je ne vous parle même pas de l'état de la justice. Voilà l'état structurel de la France. Nous avons aussi, en France, des individus qui ne contestent pas uniquement certaines règles ou certaines lois, ils contestent tout simplement ce que nous sommes. Un État occidental, laïque, d'héritage chrétien, de 2000 ans d'histoire, et ils se sont jurés de le détruire. Pourquoi ? Parce qu'ils sentent que le peuple de France a renoncé. Et comme la nature a horreur du vide, quand vous renoncez, on vient vous abattre. Nous avons eu 272 victimes du terrorisme, 1200 blessés. 1200 d'ailleurs qui est le nombre de victimes en Israël des attentats du 7 octobre. Israël a été attaqué pourquoi ? Parce que c'est un État à vocation occidentale. Israël a été attaqué parce que ce qu'elle porte en elle est contraire à ce que ces individus d'une idéologie moyenâgeuse, du fin fond des temps, déprimante, a juré de l'anéantir. Et pour la première fois, le ministre de l'Intérieur a prononcé des mots il y a quelques jours en reconnaissant qu'il y avait en France un ennemi de l'intérieur, une menace endogène. Eh bien oui, mes chers amis, elle est présente. Et elle est diffuse aussi sur le territoire, parce qu'elle se nourrit des renoncements, elle se nourrit de la faiblesse, et elle se nourrit de la lâcheté de ceux qui gouvernent ce pays depuis des décennies. Et ça ne pourra changer que de la base. Ça ne pourra changer que par l'engagement des citoyens à mettre un terme, là aussi, à ces renoncements. Nous sommes un peuple fier, nous avons une histoire qui est riche, nous avons dans bien des domaines dominé et éclairé le monde. Et cette histoire de France, c'est à vous de me dire si vous en êtes fiers ou pas. Est-ce que vous en êtes fiers ? Il faut que vous soyez motivés. Eh bien, c'est ça, mes amis, ce qui va animer et ce qui anime déjà Mandelieu. La fierté. Le courage de ne pas renoncer, de dire les choses en face et de dire les choses en réalité. Le courage de défendre et la volonté d'accomplir. C'est ce que nous sommes. C'est ce qui est intrinsèquement notre ville, profondément. Je suis persuadé, et j'en suis certain, qu'aujourd'hui, c'est ça qui nous unit devant tout. Devant les drames, devant les crises, devant ces inondations meurtrières qui ont dévasté notre ville. Nous avons su non seulement rester unis, mais avancer. Et avancer vers un but bien précis. Nous sommes ouverts à tous, sans discrimination. Je peux vous le dire, ma grand-mère, qui était arménienne, a été recueillie par des Syriens. Et quand elle a immigré en France, elle a été aussi accueillie à bras ouverts. Et ça a été difficile. Mais il y a une condition. Nous acceptons tout le monde uniquement s'ils respectent et s'ils honorent la France. Et à ça, en aucun cas, il ne peut y avoir d'exception. Parce que si nous renonçons à cela, dans les plus petits aspects de notre vie, l'édifice entier s'écroulera, édifice déjà plus que fragilisé. Donc le premier devoir d'une ville, c'est d'être fier de la France. Nous le sommes. Nous avons des drapeaux dans nos ronds-points, devant nos écoles, dans nos rues. Il n'y en a pas assez.
Il en faut plus. Nous sommes fiers de nos monuments. À Capitou, nous allons rendre à sa place la statue de Jeanne d'Arc pour qu'elle domine la place qui porte son nom. Parce que c'est notre histoire. Nous allons également ériger des monuments, et un est en cours d'étude, pour rendre hommage à ceux qui ont combattu sur ces côtes pour libérer la France. Des jeunes gens venus du bout du monde, qui sont morts sur ce sol, qui ne connaissaient pas la France. Et je pense notamment à l'équipage du B-24 qui s'est écrasé en face de Mandelieu. Aujourd'hui, nous allons, j'espère, très prochainement, ériger un monument à leur mémoire. Mais vous savez qu'en France, pour ériger quelque chose, la bureaucratie arrive très vite. Très, très vite. Je vous en reparlerai. Nous allons également assurer le premier devoir, la sécurité. Et en cela, je peux vous dire que je suis extrêmement fier de notre police municipale. La police municipale de Mandelieu, 6e de France par nombre d'habitants, qui est forte de 71 agents, de 333 caméras, et d'une dévotion et d'un engagement, je peux vous le dire, dont nous pouvons non seulement être fiers, mais que nous pouvons revendiquer comme étant l'un des plus beaux de France. Et en ça, j'adresse mes remerciements à toute sa direction, à son élu et à tous ses agents. Car c'est grâce à eux aussi, avec nos gendarmes, que Mandelieu est ce qu'elle est. Une ville tranquille, où on peut sortir quelle que soit l'heure du jour ou de la nuit, où on n'a pas besoin de se dire qu'on rentre sans être accompagné. Une ville où, aujourd'hui, on peut afficher toutes ses croyances sans être inquiété, à condition, bien sûr, de respecter, encore une fois, les fondements de ce qu'elle est, c'est-à-dire une ville française. Une ville où le taux d'élucidation de nos agents est de plus de 90% des caméras du centre de surveillance urbain depuis les 3 dernières années. Ce qui veut dire que sur 100 affaires, les caméras identifient l'auteur dans 90% des cas. Alors vous me direz, il reste 10%. C'est vrai. Et c'est pour ça que nous allons continuer à déployer des caméras. Je pense notamment au quartier de Capitou. Le quartier de Capitou, sa rénovation n'est pas seulement esthétique, elle est aussi sécuritaire. Nous allons quadriller le territoire pour qu'il n'y ait plus aucun angle mort. Naturellement, les 90% d'identification ne correspondent pas au traitement judiciaire. Hélas. Peut-être un jour. Est-ce que vous savez en France combien de plaintes chaque année ne sont pas traitées par manque de moyens et d'effectifs ? 2,7 millions. Mais c'est normal. Quand depuis 40 ans on s'aveugle, quand depuis 40 ans on refuse de voir la réalité, un jour cette réalité non seulement vous rattrape, mais reprend aussi ses droits. Et donc nous devons tout faire pour que nous ayons des flagrants délits. 217 interpellations l'année dernière, contre plus de 250 l'année précédente. Nous avons fait baisser à Mandelieu la délinquance de plus de 17% en un an. 8500 procès-verbaux, 350 véhicules en fourrière. Parce que quand vous avez un flagrant délit, le traitement judiciaire est beaucoup plus rapide. Et d'ailleurs, je peux annoncer une bonne nouvelle aux habitants de Capitou. Un individu qui, depuis quelque temps, les embêtait, vient de prendre 4 ans d'emprisonnement et d'interdiction du territoire mandolosien. Ce qui veut dire que même s'il sort, en principe, il ne reviendra pas. Il faudra le surveiller. N'est-ce pas, mon Serge? La France, ce pays magnifique, si riche, si créatif, si prospère, si beau. Heureusement que pour contrebalancer tout ça, on a inventé la technocratie et l'ENA. Sinon, nous serions devenus orgueilleux. Et la création est forte, puisque nous sommes un pays qui aime la contradiction. Nous sommes le pays où nous avons des obligations de quitter le territoire français, les célèbres OQTF, qui ne sont pas obligatoires. C'est quand même génial. Il fallait le penser. Ces OQTF constituent une part très importante
des interpellations dans notre ville. C'est souvent frustrant et il y a un système de récompense. Au bout de 10 OQTF, vous avez le droit à un internement en centre de détention. Au bout de 2 internements en centre de détention, vous avez éventuellement droit à un retour chez vous. Alors, c'est assez pénible, parce que quand vous arrêtez un délinquant sur un 2 roues, sans permis, en excès de vitesse, alcoolisé, sous cannabis, dont on sait fortement que le 2 roues n'est pas à lui, et sous OQTF, que pensez-vous qu'il arrive? Bravo! Parce qu'on n'a pas atteint le quota de 10 OQTF. N'est-ce pas, Madame la députée, Monsieur le sénateur? Et donc, dans ce pays de douce vie, eh bien, nous allons, grâce à un engagement toujours plus important, contrebalancer l'absence totale de sanctions et l'inefficacité des retours à la maison par toujours plus de moyens et d'engagement de nos forces de l'ordre. On est à 6,4% d'accomplissement des OQTF en France. Et je vous parle des OQTF, de celles qui sont délivrées. Donc forcément, quand vous attrapez quelqu'un en flagrant délit, que vous lui donnez une OQTF, qui en réalité est plutôt une invitation à ne pas rester forcément au même endroit et à revenir plus tard si vous le voulez bien, quel effet dissuasif ça peut avoir? Aucun, donc il recommence. Alors parfois, vous en avez même qui sont contents. Le dernier en date, on l'a attrapé, OQTF, il dit « Ah, je suis content parce que je voulais rentrer cet été à la maison. » La France. Donc Mandelieu continuera à s'engager, continuera à contrebalancer et ne laissera rien passer. La tolérance zéro, je vous l'avais dit, je vous le dis chaque année, elle s'applique dans tous les aspects de notre vie. Et d'ailleurs, pour avoir circulé récemment dans certains quartiers, je constate un certain relâchement également de propriétaires canins que je trouve assez remarquable tant le périmètre choisi est peu vaste, mais ô combien il est bombardé. Et donc nous allons là aussi cibler particulièrement ces zones et sanctionner. Va-t-on devoir en arriver au traitement ADN des déjections canines? C'est pas impossible. Après, la douceur de vivre dans une ville, c'est aussi ça. Les cambriolages, vous savez, il y en a beaucoup moins à Mandelieu que dans le reste de la région et de la France, mais il y en a encore quelques-uns. Souvent, ils sont le fruit d'une bande de pays de l'Est très organisée. Je ne reviendrai pas sur le dernier en date. On en a attrapé un en flagrant délit, il y en avait eu 2 juste avant. On a la photo de la caméra sur les 2 juste avant. On a celui qu'on a pris en flagrant délit. Ah, c'est le même, hein. C'est-à-dire, franchement, à part le bonnet qui n'était pas forcément placé pareil. Mais dans l'incertitude, il n'a pas été poursuivi pour les 2 précédents. Donc il a eu une OQTF et il est rentré à la maison. C'est frustrant, hein. Alors, quelquefois, ça nous fait sourire. On a des aventuriers, on a qui restent accrochés à la clôture par le blouson. On en a qui volent un sac à main dans une voiture et qui vont dans le commerce d'à côté pour se servir de la carte bleue. On a toujours une bonne catégorie de champions. Et on va continuer à s'en occuper. Comme on s'occupe de la petite bande de capitous qui continue encore et encore à littéralement pourrir la vie de nos concitoyens, qui a déjà été à de multiples reprises arrêté, mais enfin, comme je vous le disais, ça porte ses fruits, puisque de plus en plus, il commence à être lourdement sanctionné et surtout, il commence à payer des amendes en réalité. Mais des fois, ils sont insolvables. Et comme ce soir, j'ai décidé d'être un peu pénible avec vous et de vous faire partager le quotidien magnifique, tellement agréable d'être un élu au quotidien, est-ce que vous savez que dans le Code pénal, il y a un article? Que croyez-vous qu'il se passe quand un individu, par exemple, est arrêté pour outrage à agent, rébellion, qu'il est jugé par la justice et condamné à une sanction financière au bénéfice notamment de cet agent pour indemniser son préjudice? Mais s'il est insolvable, que se passe-t-il? À votre avis, qui paie? Voilà, bravo. C'est bien, hein?
C'est quand même génial, ce droit. C'est attractif, en tout cas. Donc, frustrant, mais ils sont au travail, ils sont sur le terrain et on peut encore les féliciter. Vous pouvez les applaudir. N'est-ce pas, commandant, colonel? Très heureux de vous compter parmi nous. Mandelieu est une terre de gendarmerie, n'est-ce pas, monsieur le sénateur? Tout est bleu à Mandelieu. Un peu moins dernièrement, mais on aime bien le bleu. Donc notre ville, naturellement, la sécurité des biens et des personnes. Mais la protection de Mandelieu, c'est aussi la lutte contre le fléau qui nous touche, les risques naturels. Et ça, nous avons payé un lourd, très lourd tribut par le passé. Aujourd'hui, Mandelieu se bat littéralement au quotidien pour que son territoire se transforme. Parce que la lutte contre les inondations et contre les risques naturels dans leur ensemble, c'est le défi de ce siècle. La nature, après une période de calme de 50 à 60 ans, va reprendre ses droits avec une violence qu'on n'a pas vue, qu'on n'a pas imaginée. Et aujourd'hui, ça se passe dans toute la France. Comme je vous le disais, j'étais dans le Nord-Pas-de-Calais, mais c'était le cas aussi en Gironde, c'était le cas en Haute-Savoie, c'est le cas partout. Des territoires qui n'ont jamais été impactés le sont désormais par des risques qu'ils n'imaginaient même pas possibles. Et quand vous avez des villes entières qui sont frappées à quelques jours d'intervalle, vous avez le sentiment que c'est sans fin. Et ça ne va faire que s'amplifier. Pourquoi ? Eh bien, tout simplement parce que nous avons dépassé certains seuils, notamment au niveau planétaire, et que nous sommes un territoire en France où le climat est soumis à des conditions extrêmement exigeantes. Nous sommes une ville qui borde l'océan, la Méditerranée, nous avons des massifs, et donc naturellement, nous sommes ce terrain privilégié où la hausse des températures, la montée du niveau de la mer vont lourdement nous impacter. C'est pour ça qu'aujourd'hui, ce que nous devons faire, c'est transformer notre territoire pour qu'il soit résilient. Nous sommes traversés par 2 cours d'eau, nous sommes au pied des massifs. Ces massifs forestiers, naturellement, vous le savez, quand il y a des risques d'incendie, nous sommes en alerte rouge. Quand il y a des précipitations, l'eau arrivera forcément chez nous. Donc cette transformation du territoire, elle impose des choix drastiques. Elle impose d'imaginer une ville à l'échéance d'un siècle. Comment voudrait-on que Mandelieu soit dans les décennies qui viennent? Quelles évolutions voulons-nous aujourd'hui mener? Eh bien, c'est tout ce travail aujourd'hui que nous faisons et que nous mettons au quotidien sur le bureau, en tenant compte à la fois des contraintes réglementaires, administratives et de toutes ces joyeusetés françaises que nous aimons tant, et de ce que nous voulons atteindre. Mandelieu doit conserver, je vous le dis, son âme. Son âme, c'est celle d'une ville familiale, d'une ville authentique, d'une ville où on se sent en sécurité. Elle doit réinventer un urbanisme qui sera résilient. Et en ça, nous travaillons beaucoup depuis 3 ans avec un architecte, qui est là d'ailleurs, mon cher Éric Daniel Lacombe, qui a été aussi, dans l'opération du rachat des vergers de Minel, un élément déterminant. Nous avons racheté ces 14 hectares. Je vous en avais parlé. Ces 14 hectares, ils vont venir se rajouter à notre dispositif de sécurité. Ils seront, je l'espère, dans les années qui viennent, une zone d'expansion du Riou de l'Argentière. Ils seront au cœur d'une transformation de tout l'ouest de la ville. De recréer, imaginez-le, une connexion entre le Riou de l'Argentière et la Siagne, avec des canaux, que ces canaux puissent être navigables par des petites embarcations, qu'ils métamorphosent toute la perception de l'espace urbain que nous avons, que le Maréchal Juin, ce boulevard aujourd'hui autoroutier, se transforme et devienne une avenue de centre-ville, arborée, agréable, que les vergers deviennent une zone de pâturage où le citoyen peut se promener. Imaginez être en centre-ville, pouvoir vous déplacer au milieu des chevaux, pouvoir vous déplacer au milieu des moutons, des chèvres, aller à la ferme, et être en même temps à côté immédiate de toutes les fonctionnalités, de toutes les infrastructures d'une grande cité. Imaginez ce que ça pourrait être, et imaginez ce que ça sera. Imaginez la transformation auquel nous pouvons assister si nous la maîtrisons. Il n'y aurait rien de pire aujourd'hui que d'être soumis à la main d'un destin que nous ne maîtrisons pas. C'est pour ça qu'aujourd'hui la ville a acquis énormément de foncier. Nous avons été extrêmement proactifs pour ne pas laisser les parcelles partir une à une aux promoteurs qui feraient n'importe quoi, sans tenir compte de l'infrastructure routière, sans tenir compte de la végétation, sans tenir compte de l'accessibilité, sans tenir compte de la beauté architecturale et donc du bien-être des citoyens. Imaginez ce que nous pourrons créer. Et c'est pour ça que nous avons acheté énormément, je vous le disais,
Depuis 2020, nous avons investi 35 millions d'euros, à la fois dans la sécurité et la résilience, dans l'équipement de nos forces de l'ordre et de sécurité pour intervenir en cas d'inondation, mais aussi pour protéger l'existant et pour empêcher ces terrains de partir dans des programmes non contrôlés. Car vous le savez, en France, nous avons un dogme. La loi SRU. Ma loi préférée. Cette loi, totalement démagogique, il y a une vingtaine d'années, elle a été faite pour de la pure communication politique. À aucun moment, il n'a été pensé aux conséquences qu'elle aurait en réalité. Elle organise la pénurie du logement. Parce qu'en vous disant qu'on va faire des logements sociaux, quelque part, on vous trompe. Ah oui, forcément, on impose dans toutes les constructions 30% de logements sociaux, c'est bien. Mais les 70% qui restent deviennent tellement chers que les jeunes actifs ne peuvent pas les acheter. Et ils ne sont pas prioritaires sur la liste des logements sociaux. Donc quelle est la réponse? Eh bien, il faut en faire toujours plus. Et quand on vous dit 30% de logements sociaux, on ne vous parle pas uniquement des nouveaux programmes. Non, on vous parle de tous les logements de la ville. Quand cette loi a été votée, du jour au lendemain, en 24 heures, Mandelieu s'est retrouvé contrainte de faire 2200 logements. En niant toute réalité, non prise en compte des risques majeurs, non prise en compte des conséquences urbaines. Et ce qui est magnifique, c'est que ceux qui vous disent « il ne faut plus construire, il faut tout arrêter, on va renforcer les plans de prévention qui vont mettre des zones rouges de partout, vous ne pouvez plus construire », vous disent 10 minutes plus tard « bon, les 2200 logements, pourquoi vous ne les faites pas ?» Dans la même pièce, sur le même bureau. Alors, naturellement, comme ça râlait beaucoup sur le terrain, à Paris, ils se sont dit « oui, on va faire une loi ». On a fait la loi 3DS. De simplification. Et quand un énarque simplifie, il y a des effets secondaires. Donc, cette loi qui était présentée comme prise en compte de la réalité du terrain, on va enfin écouter les élus locaux, surtout après les Gilets jaunes, eh bien, elle est rentrée en vigueur. Résultat, l'amende de Mandelieu est doublée. Bonne année. J'ai reçu le courrier le 31 décembre, vous voyez, avant le réveillon en mairie, ça fait toujours plaisir. Notre amende de 800 000 € passe à 1,6 million par an, mes chers amis. Vous êtes contents? C'est votre argent. Pourquoi? Parce que nous devons faire 6 000 logements pour intégrer les 2200 avant 24 mois. C'est-à-dire qu'on doit faire une urbanisation à Mandelieu en 2 ans supérieure à tout ce qui a été fait depuis 1954. Pour vous donner un ordre d'idée, il faudrait que l'on fasse 3 fois la ville actuelle sur le même territoire, en tenant compte naturellement de la nouvelle invention qui a été faite pour faire de la communication, le ZAN. Vous savez ce que c'est, le ZAN? Oui ou non? Ah, il y a une partie qui dit oui, une partie qui dit non. En France, on adore l'acronyme, parce que c'est une mode. Vous voyez, plus c'est long, plus il y a d'abréviations, plus on aime ça. Le ZAN, 3 lettres, zéro artificialisation nette. Déjà, le terme vous fait peur. Alors ça, c'est très simple. Ça consiste à dire qu'on va faire 2 fois moins d'urbanisation à présent que dans les 10 dernières années. Moralité, vous avez urbanisé 600 hectares, il vous en reste 300 à faire. Vous avez été vertueux, vous avez fait 1 hectare, il vous reste un demi-hectare. Donc c'est la prime aux mauvais élèves. Et donc nous allons être soumis aux ZAN, mais tout en devant faire la loi SRU. Vous voyez, le en même temps. C'est bien, non? Donc si on construit, on est pénalisé. Si on ne construit pas, on paye l'amende. C'est bien, hein? Vous me suivez toujours? Vous n'êtes pas fatigué? 19h50? 30 minutes? J'avais dit 8h45, ça va être compliqué. Donc cette réalité, naturellement, c'est infaisable, c'est impossible, et surtout, ça va contre le sens de l'histoire. Ce que nous devons faire à Mandelieu, c'est réécrire une histoire commune, mais une ville. Une ville qui respecte nos valeurs, comme je vous le disais, qui respecte notre territoire. Nous ne pourrons pas
faire 2200 logements sociaux. C'est impossible. Et même si nous le pouvions, nous ne devrions pas le faire. Parce que ce serait ingérable en termes de circulation, de sécurité. Peut-être un jour, la raison reviendra-t-elle à Paris et on arrêtera un petit peu de continuer dans cette folie démagogique. Mais en attendant, malheureusement, il y aura des moments difficiles. Nous le savons. Donc nous allons continuer à travailler dans cette direction. Cette transformation, elle rejoindra un autre ouvrage très important, les Barnières, un ouvrage de rétention de 350 000 m3 en amont de la ville, sur le territoire du Var, qui pourra non pas empêcher mais limiter des crues du Rio de la Gentière type 2015. Après 10 ans de procédure, 10 ans, nous allons enfin rentrer en enquête publique, c'est-à-dire que nous passons en phase de pré-réalisation. Avec bon espoir, peut-être que d'ici 1 an ou 2, nous pourrons avoir les autorisations de faire les travaux. Mais il y a un petit problème. C'est qu'après avoir réussi à trouver une solution au haras, vous savez, ce haras avec le centre équestre, je vous en avais parlé il y a 1 an, qui bloquait le projet parce que depuis 5 ans, on nous disait que les chevaux piétinant l'herbe détruisaient la flore, nous avons trouvé la solution en offrant 15 hectares des terrains de la ville de Mandelieu en compensation. Mais surtout le foncier nécessaire au projet, il reste une maison qui a été construite sans permis, dont le propriétaire ne veut pas entendre parler de la vente et dont on nous dit qu'il faut l'indemniser. Vous voyez, comme quoi, construire sans permis, finalement, ça peut être pas mal. Donc je ne doute pas que nous aurons encore de belles aventures ensemble à vivre. Mais ce projet avance. 10 ans. 10 ans de perdu pour ça. Heureusement, nous avons pu en faire d'autres. Le bassin de rétention de la Théoulière de 14 000 m3 est opérationnel. Il a été fait en 2 ans. On aurait pu le faire en 1. Il a fallu faire une enquête loi sur l'eau. Lui est opérationnel. Dans les temps qui viennent, ici peu, nous avons étudié la 2e partie de protection du Vallon. Nous avons protégé également notre collinaire en faisant des travaux très conséquents. Nous avons investi avec la communauté d'agglomération et l'État plus de 7,5 millions d'euros pour protéger les copropriétés du Rioux, je vous en avais parlé. Nous avons repoussé l'émissaire du plage de Château en mer. Vous savez, cet émissaire très gracieux au milieu du sable. Eh bien aujourd'hui, il s'écoule plus facilement et il libère ainsi le territoire. Et petit à petit, nous allons traiter l'ensemble du Rio de l'Argentière, avec des métamorphoses extrêmement profondes dont le cœur sera les vergers de Minel. Parce que la protection du territoire, c'est ça, mais plus loin que ça. C'est de faire de Mandelieu une ville-jardin, comme aujourd'hui elle commence à l'être. Elle progresse petit à petit. Nous avons déjà fait plus de 30 000 m² de nouveaux espaces verts. Nous avons planté 1700 arbres. Nous avons fait de nouveaux parcs. Eh bien, nous allons continuer sur cette voie, avec des opérations aujourd'hui qui se profilent, et je vous en reparle très rapidement, qui vont là aussi métamorphoser à la fois votre cadre de vie et votre quotidien, mais également votre perception de la nature. Vous aurez la nature en ville. C'est ça que nous voulons. Que quand vous sortiez de chez vous, vous n'ayez pas la sensation d'être dans un cœur urbain bétonné. Que même au centre-ville, vous ayez la sensation d'être en contact avec l'essentiel. Et l'essentiel, c'est la vie, parce que ça nous protégera à la fois des risques majeurs, mais ça vous donnera une qualité de vie bien meilleure, et dans tous les quartiers. Et c'est ça, aujourd'hui, le cœur de l'action municipale. C'est ça que nous portons, malgré les prélèvements de l'État, malgré ces amendes, malgré ces contraintes totalement réglementaires et absurdes que nous devons supporter au quotidien. C'est vers ça que nous devons aller. Cette ville-jardin, c'est notre ADN. Sécurité, jardin et bien-être, avec des produits courts, avec des cycles de vie, à la fois pour nos enfants et nos seniors. Nous ne pouvons plus faire autrement. Et la course contre la montre est lancée. Parce que ne doutez pas que les inondations reviendront, que rien n'empêchera la nature de reprendre ses droits. Nous ne pourrons pas l'empêcher, mais nous pouvons en limiter les effets, et c'est ça que nous allons faire. Donc cette ville de Mandelieu, sécurisée, d'un cadre de vie qui est protégé, eh bien, continuera aussi à l'être dans l'ADN, dans la philosophie de ces projets publics. Parce que même si aujourd'hui nous sommes attaqués financièrement, même si aujourd'hui nous sommes montrés du doigt, un secrétaire d'État du gouvernement a déclaré il y a à peu près 3 ans que Mandelieu était une anomalie urbaine française, parce que nous n'avions pas de cité hors contrôle. Ça fait plaisir. Eh bien, nous n'en aurons pas. Parce que je pense sincèrement que c'est l'aménagement public qui porte la vie. C'est l'aménagement public qui porte l'attractivité. Cette protection du territoire, elle passera aussi par son attractivité. Cette attractivité, qu'elle soit commerciale,
touristique, elle se développera, elle continuera de se développer. Aujourd'hui, nous avons des chiffres du tourisme qui sont extrêmement bons. Nous avons fait une très belle saison 2023, meilleure que 2022, qui était déjà une année record, pour nos hôtels, pour nos restaurateurs. Nous avons des nouveaux restaurants de plage. Ils sont tenus par des Mandolossiens, sachez-le. Et ils ont très bien travaillé. Ils ne sont pas à vendre. Et quelque part, ils ont montré l'entrée aussi dans une nouvelle ère. Leurs prédécesseurs n'ont pas démérité, au contraire. Ils se sont engagés, ils ont fait des restaurants familiaux. La dureté du choix de la commande publique, des marchés publics, du concours, s'est imposée. Mais c'est quelque part la garantie de l'équité et de l'égalité. Eh bien, aujourd'hui, ils se sont mis d'arrache-pied au travail. Ils ont eu une saison très difficile, parce que l'État n'a donné les autorisations de faire les travaux qu'à partir presque du mois d'avril. Donc, ils ont travaillé, pour certains, dans des conditions extrêmement dégradées, avec des personnels en moins. Et je vous le dis sincèrement, vous devez non seulement les soutenir, mais leur redonner et leur donner une chance, car c'est notre tissu local. Vous devez les accompagner pour ça. Vous savez, il ne faut jamais rester sur des a priori. Les a priori sont dangereux quand ils ne se reposent pas sur des faits objectifs. Et aujourd'hui, nous devons travailler dans la durée. Car l'intérêt de la ville, c'est de continuer à se développer et à soutenir, sans avoir d'arrogance, sans avoir d'idées démagogiques. Nous ne sommes pas une ville de jet-setters, nous ne sommes pas une ville de riches, nous sommes une ville authentique. À Mandelieu, on vient comme l'on est, quels que soient nos moyens, nos ressources. On est une ville tout simplement humaine. Et les portées que nous projetons doivent s'inscrire dans cette dimension. Et c'est à vous aussi de faire ce travail, c'est à vous de porter ce message. On ne va pas être les seuls à travailler quand même. Je vous sens fatigué ce soir. Alors est-ce que c'est peut-être mon lahus sur l'état de la France qui vous a assommé? Oui ou non? Mandelieu, êtes-vous là ce soir? Les Capitoulans sont-ils là ce soir? Les Napoulois? Les habitants des Thermes? De Mine, du Cottage? Des collines? Et ceux qui n'ont aucune idée du quartier dans lequel ils vivent? Et les nouveaux arrivants? Et ceux qui veulent déménager, il en a? Ah, on vous attend à la sortie, méfiez-vous. Donc, ce développement, vous verrez, il y a beaucoup de projets. Parce qu'aujourd'hui, 41 minutes 52 secondes. Je n'avais pas parié un repas, mais heureusement d'ailleurs. Aujourd'hui, investir. Investir, c'est la clé. C'est la clé de l'avenir. L'investissement, il va continuer. Et vous allez voir que 2024 sera une année très riche en projets. Nous allons, en 2023, nous avons déjà fait beaucoup de choses. La plage de la Raguette, le boulevard des Écureuils, 3,5 km de réseau enterré, les travaux de Capitou, qui sont toujours en cours. N'est-ce pas, mon cher Patrick? Où on a enterré 7 km de réseau. Et la capacité du quartier à résister à une inondation a été multipliée par 3. Alors là, ceux qui sont bambats me disent « oui, mais 3 de quoi ?» Ceux qui ont vécu ça ont pu voir les ouvrages considérables qui ont été réalisés en sous-sol. Et aujourd'hui, les travaux de surface commencent. Et vous n'avez pas fini d'en baver. Mais, quelque part, pour le moment, ça se passe très bien. Oui Alors, il y a les entreprises dans la salle, vous voyez, vous pouvez leur dire ce que vous pensez. Ça se passe bien ou pas? Alors, vous voyez, l'élu aux travaux qui est là, il est personnellement responsable de la livraison et de la qualité du chantier. Je vous conseille de sortir par la porte de derrière, mon cher Patrick. Donc, continuons. L'Eurovélo 8, ce boulevard Gaston de Fontmichel, est-ce que vous vous souvenez comment il était? Est-ce qu'il y a des habitants du Gaston de Fontmichel ici?
Pas forcément. Eh bien, il a été métamorphosé. Et aujourd'hui, les travaux qui sont en cours avec le département des Alpes-Maritimes, que je remercie, mon cher David, qui en est le vice-président, pour non seulement l'aide que tu apportes à la ville au quotidien, mais pour les projets que nous développons ensemble, eh bien, qui sera livré au premier semestre, vous verrez que la métamorphose et la connexion entre la zone des Canardières et le bord de mer va augmenter de près d'1 kilomètre. Et vous verrez que ce n'est pas fini, car une autre zone de cette Eurovélo 8 va être traitée. Pour ceux qui aiment le vélo, ceux qui adorent aussi faire du vélo à côté de la piste cyclable, sur la route. Nos préférés. Ah, c'est génial, ça. T'as une belle piste cyclable neuve, personne dessus, et t'as le vélo devant toi sur la route. On l'a tous vécu. N'est-ce pas? Avec tous ces projets que nous allons continuer à développer, 2024 sera une avancée pour ceux qui sont sur le boulevard du Bonpuits. Sachez qu'il y a là aussi un projet avec le département qui va être porté pour le métamorphoser complètement. Vous savez, cette descente sur le mont Sampère, eh bien, elle va être métamorphosée. Et nous allons lancer la première phase des travaux du bord de mer. Et ce chantier-là, je peux vous dire que cette opération spécifique me tient beaucoup à cœur, parce que pour arriver à faire ce qui va être réalisé dès les prochaines semaines, parce que le chantier va démarrer à la fin du mois de janvier, début février, avec l'installation de tous les ouvrages pour se préparer à attaquer après la fête du Mimosa, il a fallu 8 ans de procédure pour y arriver. 8 ans. C'est-à-dire qu'il a fallu 8 ans de bataille avec les services pour convaincre les services de l'État, DDTM et DREAL, de son bien fondé. Et ce que nous allons faire dans cette première opération qui sera livrée à l'été 2024, eh bien, c'est tout simplement quelque chose qui ne s'est pas fait en France depuis des décennies. Nous allons construire sur l'eau, sur la Siagne, et nous allons élargir ce trottoir aujourd'hui ridicule qui passe sous le viaduc de 10 mètres sur l'eau pour connecter enfin les berges de Siagne au futur bord de mer. Et cet ouvrage va permettre à la fois d'installer bien sûr une piste cyclable, un grand trottoir, des installations, et sera pleinement intégré dans la rénovation totale du bord de mer. C'est un ouvrage considérable qui va en plus permettre d'améliorer l'écoulement de la Siagne vers la mer, et donc de faire chasser le sable qui s'y dépose, et d'accroître donc la capacité de ce cours d'eau, quand il y a des surcharges d'intempéries, à évacuer les eaux au loin et non plus sur les terres. Donc un ouvrage considérable, des travaux d'infrastructures sous-marines qui vont en plus nous priver de ce spectacle réjouissant de pales planches rouillées qui dépassent de l'eau, que nous avons depuis maintenant 5 ans. Et ça faisait partie de ce projet, donc je suis content et je vous l'annonce. Après la fête du Mimosa, il y aura une grande transformation sur ce site qui préfigure ce que sera bientôt le visage de notre ville sur la mer. Un projet sur lequel je reviendrai. Enfin, si bien sûr l'État nous laisse un peu d'argent, ce qui s'annonce quand même compliqué, mais en tout cas qu'il y aura ce mérite-là. Nous allons également aussi investir considérablement sur l'ensemble de nos artères urbaines pour toujours les embellir, les améliorer et traiter un petit peu ce cœur de vie, aussi sur nos installations sportives. Et nous allons investir beaucoup dans la transition écologique, nous l'avons déjà fait. Nous avons fait de gros investissements, notamment de panneaux solaires, sur les gymnases. Nous allons diviser par 10 la consommation d'un gymnase. Nous avons déployé beaucoup aussi d'économies, notamment, vous allez avoir un grand projet de réseau de chaleur qui va sortir bientôt des cartons, où il est depuis quelques années, et qui va permettre d'alimenter plusieurs milliers de foyers avec ce réseau qui permettra une consommation sans carbone pour chauffer et aérer vos appartements. Je vous en reparlerai très prochainement. Le marché est déjà opérationnel. Nous allons avoir les appels à candidature. Et je pense que vous verrez que là aussi, une métamorphose profonde va se réaliser, à la fois sur la technologie, tant avec la communauté d'agglomération, dont on fête les 10 ans d'ailleurs. J'y étais ce matin. Joyeux anniversaire. Et ce territoire, vous verrez qu'il augmente et qu'il se métamorphose. Ce sera aussi le cas de la zone des Tourades, qui doit être totalement repensée dans la continuité de ce qui a été fait sur la connexion avec Cannes, pour qu'on devienne aussi là une zone universitaire, technologique, de commerce, de qualité. Ça, c'est essentiel. Mais vous verrez, ça viendra bientôt. Dans les économies d'énergie et autres électricité, nous avons aussi l'eau. L'eau, le retraitement de l'eau usée. Nous sommes en France.
Il y a 10 ans, on aurait pu être à la pointe. On aurait pu être le premier territoire d'Europe, avec Cannes, à s'en servir, et toute la communauté d'agglomération. La technocratie, la bureaucratie s'en est mêlée. 10 ans plus tard, nous en sommes au prototype. Tous les autres pays d'Europe le font, même les pays du Maghreb, les pays du Moyen-Orient, Israël, qui est à 80% de réutilisation de ses eaux traitées. En France, nous sommes à 1,5%. L'année dernière, il y avait de la sécheresse. Vous avez tous entendu les grandes déclarations. On va libérer les énergies, on va retraiter, vous allez voir, ça va être magnifique. Et si vous savez, si un bureaucrate a bien horreur d'une chose, c'est qu'on lui enlève son droit de mettre un tampon sur un papier. Donc, veto. On n'a pu faire que des expérimentations. Et c'est là où le génie français s'est exprimé. On a expérimenté ça pour arroser le Golfe, le Hall-Course, qui est arrosé quasiment intégralement avec de l'eau réutilisée traitée, dont nous jetons en mer 18 millions de mètres cubes par an, de la station d'épuration qui est à Mandelieu. On a réussi à avoir l'autorisation d'arroser les plantes et de nettoyer les trottoirs à titre expérimental. Mais une gouttelette d'eau réutilisée traitée, un produit plus dangereux qu'un déchet radioactif pour l'ARS. C'est-à-dire que quand vous arrosez quelque chose, il faut être à 30 mètres d'une habitation. Mais quand on joue au golf, on marche sur l'herbe. Quand on la rejette en mer, on nage dedans, surtout en plein été. Mais non. Donc, qu'est-ce qu'ils ont fait? Ils ont fait poser une clôture, une bâche extrêmement esthétique sur la clôture qui sépare le golf du trottoir sur les berges de Siagne. Trottoir qui est nettoyé avec de l'eau réutilisée traitée. C'est-à-dire que vous avez un golf arrosé avec de l'eau réutilisée traitée, vous avez un trottoir nettoyé avec de l'eau réutilisée traitée, mais au milieu, on a mis une bâche pour que la goutte d'eau du golf n'aille pas sur le trottoir. Et attention, il ne s'agirait pas qu'il y ait un trou dans la bâche. Donc qu'est-ce qu'on a fait? On leur a dit, mais on va arroser les terrains de sport. La consommation pour arroser un terrain de foot, elle est énorme. Prenons cette eau qui ne sert à rien, ça sera autant de moins prélevé dans la Siagne. Non! Parce qu'on ne marche pas sur de l'eau réutilisée traitée, il y a danger de mort. Par contre, les golfeurs... Il y a des golfeurs dans la salle? Ça va les cobayes? Vous n'êtes pas fluo la nuit, ça va, tout va bien? Donc, on attendait les autorisations, on avait tout prévu, même les achats de citernes. Parce qu'il n'y a pas de réseau, forcément. Non! Et depuis 6 mois, il se passe rien. La France, pays tellement beau. Comme nos cours d'eau. Nos cours d'eau, la gestion d'un cours d'eau. Alors en France, dès qu'il y a de l'eau, vous ne pouvez plus rien faire. Vous ne pouvez pas même déplacer une touffe d'herbe. Il faut faire des enquêtes loi sur l'eau, études d'impact. Et on le voit d'ailleurs quand on veut protéger nos cours d'eau sur certaines épaves, poubelles, face au Marco Polo. Il y a des habitants du Marco Polo ce soir? Qu'est-ce que vous pensez de cette vision de Venise dégradée, flottante? Alors là, nous avons tout mobilisé, la préfecture maritime, les services de l'État, la gendarmerie, les services sociaux. Et nous sommes dans une situation française. C'est-à-dire que la LTM ne peut pas agir parce que ce n'est pas la mer. Mais il y a de l'eau, on ne peut pas bouger. Parce que ce n'est pas de l'eau salée. Là, on en est à 3 ans de procédure. Alors c'est bien, c'est qu'on avait réussi à enlever les 2 précédentes et on en a remis 2 autres. C'est un jeu. Donc c'est là aussi beaucoup d'énergie, beaucoup de temps, beaucoup de contrariété. Mais en réalité, il n'y a qu'en accumulant et en développant ça qu'on arrivera à avancer. Parce qu'aujourd'hui, il faut développer une énergie considérable pour faire 1 mètre, là où on pourrait faire 1 kilomètre dans un pays normal. Eh bien, faisons mètre par mètre. Continuons à travailler, continuons à avancer, continuons à déployer, continuons à travailler pour nos enfants, pour améliorer, refaire nos écoles, pour nos seniors, dont le centre Eden Park, d'ailleurs, approche des 900 adhérents, mon cher Gilles. Puis qu'il a adhéré, regardez, c'est un autre homme. Avec des voyages. Je regrette de ne pas avoir encore les conditions d'adhérer. Ils sont partis à Venise,
Barcelone, et là ils partent à Dubaï. Eh ben, inscrivez-vous vite, hein. Donc un combat du quotidien, vous l'aurez compris, mais pour Mandelieu, rien n'est trop beau et il faut le faire. Je pense qu'aujourd'hui, nous pouvons véritablement bâtir une ville qui servira non pas de modèle, ce serait prétentieux, ni d'exemple, mais qui nous correspondra, et dans laquelle nous serons fiers de vivre. Parce que finalement, rien n'est plus important que ça. Retrouvons ici notre fierté perdue. Retrouvons ici le courage de dire et d'affirmer ce que nous sommes. Retrouvons ici le sens de la défense de nos valeurs. Mesdames, que pensez-vous de l'arrêté anti-Burkini ? Vous savez qu'il a été inventé ici en 2012 par Henri Leroy. Alors ce qui est bien avec Henri Leroy, c'est que quand il prend la parole au Sénat, les sénateurs de gauche s'évanouissent. Ils sont en PLS. Cet arrêté anti-Burkini, depuis 12 ans, avait été pris pour une raison très simple, pour mettre fin aux troubles à l'ordre public qui avaient été générés. Il a été attaqué l'année dernière par la Ligue des droits de l'homme. Dans le mot Ligue des droits de l'homme, la seule chose qui reste vraie, c'est le premier, Ligue. Tout le reste, aujourd'hui, n'existe plus. C'est devenu un instrument au service de l'idéologie communautariste. Cette tenue, c'est une insulte à la fois à ce que sont les femmes, à ce que représente le combat des femmes. C'est une insulte à celles qui meurent pour essayer de s'émanciper. Je pense aux Iraniennes. C'est une insulte à tout ce que vous êtes, mesdames. Tout. Et je suis étonné, pour ne pas dire autre chose, du silence assourdissant des féministes qui vous tombent dessus, mais alors là, sans aucune limite pour tous les sujets les plus futiles, et qui n'ont aucun mot pour les milliers de femmes qui sont mortes en Iran, qui n'ont aucun mot pour les femmes qui se battent au Maghreb pour la liberté. Et je ne comprends pas comment en France on peut défendre un vêtement qui représente à ce point le communautarisme et l'intégrisme que même les pays du Maghreb ont interdit sur leur sol. C'est incroyable. Et c'est pour ça, ma chère Alexandra Martin, qui a porté une proposition de loi pour interdire le burkini à l'Assemblée nationale. J'attends toujours l'inscription à l'ordre du jour, parce que là, c'est toute la partie centrale et gauche de l'Assemblée qui est partie en syncope. Donc, je vous pose une question à laquelle j'attends une réponse claire. Puisque vous êtes plus de 2500 dans cette salle, que vous êtes l'âme de Mandelieu, dois-je à nouveau prendre l'arrêté interdisant le burkini pour l'été prochain ? Oui ou non ? Alors, n'en déplaise aux intégristes et aux fanatiques, Vox Populi, Vox Dei, la voix du peuple, c'est la voix de Dieu. Nous reprendrons l'arrêté. Puisse la démagogie du Conseil d'État, puisse son aveuglement l'entendre et le voir. Je crois au miracle. Mais en tout cas, nous affirmerons ça. Et s'ils veulent l'interdire, eh bien, il faudra qu'ils nous jugent, il faudra qu'ils l'assument, et il faudra encore qu'ils contredisent le juge de première instance qui avait validé son interdiction au regard du contexte. Mais quand je vois ce qui s'est passé en Israël, quand je vois les manifestations auxquelles on a assisté, quand je vois la sédition auxquelles se livrent certains responsables politiques français qui aujourd'hui sont clairement contre l'État, sont clairement contre la France et tout ce qu'elle incarne, je pense que notre devoir, c'est de ne pas nous laisser aller à une simple jurisprudence, parce que le principe de la jurisprudence, c'est de changer. Donc nous le reprendrons, et s'il le faut, nous le reprendrons encore et encore. Il suffit de mettre un genou à terre et de toujours se prosterner face à ces gens-là. Ça ne peut plus durer. Et il est temps de le refuser, et que Mandelieu le dise haut et fort. Nous refusons l'asservissement, ça ne se passera pas ici comme ça, et si nous devons être les seuls à le faire, eh bien nous serons seuls, mais demain nous serons plusieurs. Eh bien c'est comme ça que ça marchera. Et je suis totalement sorti de mes notes.
J'avais fait un plan, tout, c'était bien. Donc, Mandelieu, pour vous, pour rester ce qu'elle est, pour continuer à vous protéger contre l'insécurité, contre la nature, ou avec la nature, dirons-nous plutôt, pour préserver votre pouvoir d'achat, pour que les transports, notamment la Mimo-Plage, 125 000 utilisateurs les dernières, restent gratuits, pour que nous puissions continuer à avoir des taxes qui sont plus basses que la moyenne départementale, sachez-le, avec une communauté d'agglomération qui est la seule de France à ne pas faire de fiscalité additionnelle sur les ménages. Vous ne payez pas d'impôt intercommunal. C'est le seul endroit en France où ça se passe comme ça. Vous êtes contents ? Tant mieux. Et où les parkings sont gratuits. Mandelieu, pour vous, c'est ça l'objectif. Donc, mes amis, est-ce que Mandelieu doit continuer à être ce qu'elle est ? Oui. Est-ce que Mandelieu doit encore être plus dans la défense de nos valeurs et de la France ? Oui. Est-ce que nous devons interdire le burkini ? Oui. Est-ce que vous êtes prêts à refuser de vous battre ? Non. Est-ce que vous êtes prêts à renoncer aux valeurs de la France ? Non. Est-ce que les parkings doivent rester gratuits ? Oui. Ah, raté. Alors, à Mandelieu, pour terminer nos réunions, 1 heure. Il y a un seul cri que je vous demande de partager, à la fois pour ce que vous êtes, pour ce que nous sommes, à la fois pour l'engagement des agents de la ville, pour remercier vous, mes chers élus, pour remercier nos porte-drapeaux, pour remercier nos forces de l'ordre, nos militaires qui aujourd'hui se battent dans le monde entier pour défendre les valeurs de ce pays qui fut et qui reste encore si beau et si puissant, qui a un tel potentiel qui ne demande qu'à se révéler, pour aussi honorer la mémoire de ceux qui nous ont quittés cette année, à la fois nos concitoyens et nos confrères, nos collègues, nos amis. Je pense à Florence, je pense à Anne-Marie, je pense à Karine et je pense à Nassif Jaja, notre directeur des services techniques brutalement disparu. Mes amis, je vous demande de crier avec moi. Vive la France! Plus fort! Plus fort! N'oubliez jamais ce que nous sommes, n'oubliez jamais ce que vous êtes. L'avenir... C'est là que généralement les snipers sortent. Que demain j'apprends ma mise en examen. N'oubliez jamais que l'avenir est une terre inconnue. L'avenir, elle sera ce que nous en ferons. L'avenir sera ceux qui composeront, ceux qui combattront pour le bâtir. À Mandelieu, faisons en sorte que cet avenir soit beau, qu'il soit ambitieux, qu'il soit grand, qu'il soit la France. Vive la France et vive Mandelieu! Merci.